Donc c'est une session là sur les écueils des réactions face au risque. On a deux premières présentations qui sont plutôt en sciences cognitives, et puis une troisième au contraire dans le domaine du droit. Donc d'abord Olivier Laridon, je crois, qui va vous présenter, qui est professeur à l'université de Rennes 1, et puis Corélie Chevalier, qui est chercheuse en sciences cognitives à l'ENS, et puis enfin Anne Simon, qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc d'abord, merci à la Fondation et aux organisateurs pour cette journée. Donc la recherche que je vais vous présenter, elle est beaucoup plus liturgique que prophétique, hein, si on voulait la situer en économie. Donc à titre d'introduction, on pourrait dire que la pandémie actuelle, elle montre vraiment les difficultés de mener des politiques publiques quand la politique publique est confrontée à un risque majeur, typiquement ici un risque sanitaire, mais également un risque économique, évidemment. Et l'élément fondamental qui se dégage de cette pandémie, hein, ce à quoi il expose les sociétés en termes de mécanismes révélateurs en quelque sorte, c'est qu'il révèle fortement l'importance des comportements individuels dans chacune des sociétés et également des comportements sociaux face au risque. Donc, comportements individuels face au risque d'un côté et puis une espèce d'équilibre des comportements sociaux face au risque de l'autre. Pour l'économiste, le point de vue de l'économiste, c'est que les économistes se disent, en tant qu'économiste, on sait de longue date que pour mener des politiques publiques, ça c'est vrai par exemple pour les politiques monétaires, c'est-à-dire pour éviter les situations de stop and go, essayer de juguler l'inflation, il y a eu tout un tas de définitions des politiques monétaires ou de redéfinitions des politiques monétaires. Pour pouvoir mener ces politiques publiques, il faut soigneusement intégrer, certes, les préférences individuelles, mais surtout, c'est ce qui a été montré notamment dans les présentations précédentes concernant le prophétisme, par exemple, il faut arriver à avoir une vision, une manière d'intégrer les perceptions individuelles, les anticipations. Et pour les questions de politique monétaire, par exemple, ce que savent les économistes, c'est que ce qui est important, c'est d'arriver à focaliser les croyances. Donc il y a ces éléments de croyance, ces éléments de perception du risque qui sont vraiment fondamentaux pour la définition de ces politiques publiques. Donc dans la recherche que je mène, c'est une recherche avec un regard d'économiste. Et donc le regard d'économiste, c'est de regarder les choses au niveau individuel, au niveau des comportements individuels dans mon cas, et de rechercher est-ce qu'il y a des caractéristiques stables des perceptions face au risque qui se dégagent et des caractéristiques stables qui seraient révélées par les choix individuels. Donc, en quelques mots, après cette introduction, un petit détail de la manière dont les économistes voient le risque de manière classique, de manière habituelle. Donc, l'analyse économique du risque, elle est vraiment centrée sur la notion d'aversion face au risque. C'est-à-dire que c'est une caractéristique individuelle, c'est une préférence individuelle, et cette aversion vis-à-vis du risque, le fait de plus ou moins fuir le risque, ou même éventuellement de le rechercher, va être plus ou moins grande suivant les individus, donc suivant leur subjectivité. Et après, on peut essayer de regarder si, suivant leur niveau de richesse, donc suivant que un même individu est pauvre ou riche, il va être plus ou moins averse au risque, suivant leur niveau de capital dans un sens large, par exemple, leur niveau de capital en santé, est-ce que les individus vont avoir les mêmes attitudes vis-à-vis du risque, etc. Et donc, on a cette notion d'aversion au risque qui est vraiment centrale et qu'on va essayer de moduler pour regarder les réactions et les comportements individuels face au risque. Donc, il y a des différences observées qu'on connaît, hein, entre les individus, des faits stylisés tels que les appellent les économistes. Donc, par exemple, a priori, les femmes semblent plus averses au risque que les hommes. C'est vraiment une tendance en moyenne, hein, ça reste des généralités, mais c'est une tendance qu'on observe. Les personnes âgées, plus les personnes avancent en âge, plus elles ont tendance à être plus averses vis-à-vis du risque. Notamment, on observe en général des paliers autour de 30 ou de 60 ans où les aversions au risque des individus changent au cours de leur vie. Et puis enfin, on peut relier ça également à d'autres caractéristiques individuelles, d'autres comportements. Par exemple, il semblerait, c'est un peu moins fort que les deux effets précédents, mais il semblerait que les individus plus impatients sont également des individus qui sont plus averses vis-à-vis du risque. Donc il y a également des liens entre eux, des attitudes face au temps, des attitudes face au risque. Donc les différents éléments qui sont importants pour les comportements, en tout cas pour les économistes. Mais il n'y a pas uniquement que des différences entre les individus, il y a également des différences pour un même individu. Donc certes,
en fonction de son âge, mais même à âge donné, à richesse donnée, à tout un tas de facteurs habituels des économistes donnés, on observe des variations intra-individuelles de la prise de risque. Et typiquement, ce qu'on observe, c'est que le contexte compte, ce qui n'est pas une chose que les économistes ont l'habitude de prendre en compte. Et donc ça veut dire que cette aversion vis-à-vis du risque, qui est vraiment le cœur de la vision des économistes du comportement face au risque, eh bien cette aversion, elle n'est pas stable. C'est-à-dire qu'elle a tendance à varier suivant les contextes. Donc elle va varier avec les niveaux de risque. Suivant les niveaux de risque, les gens vont avoir des attitudes vis-à-vis du risque qui peuvent être très différentes, voire qui peuvent être incohérentes. Elle va varier également avec le signe des conséquences. C'est-à-dire que quand j'ai la possibilité de gagner quelque chose, je vais avoir une certaine aversion au risque. Et puis quand je risque de perdre quelque chose, il est tout à fait possible que mon aversion au risque se retourne et qu'au contraire, je cherche à tout prix le risque. Pourquoi? Pour essayer d'éviter les mauvaises conséquences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à observer. Le fait que le contexte compte, le fait qu'il y ait des variations intra-individuelles de l'aversion au risque, c'est vraiment un des fondements de l'économie comportementale, qui est une partie de l'analyse économique qui s'est fortement développée depuis le début du XXIe siècle. Et cette économie comportementale, elle repose sur trois éléments, en tout cas quand on s'intéresse aux questions de risque. Elle repose tout d'abord sur une mesure précise des comportements, et notamment des comportements fondés sur des choix. Donc on cherche à dégager à partir des choix des informations sur les comportements des individus. Donc l'objectif ici, c'est d'essayer d'avoir des mesures des attitudes vis-à-vis du risque. Le deuxième élément qui est important pour l'économie comportementale, c'est certes, on essaye de mesurer ces éléments, mais on va essayer de voir quelles sont les implications pour les incitations individuelles. Est-ce que les incitations monétaires sont suffisantes? Est-ce que des types d'incitations, par exemple, on remplit une attestation, donc on prend le serment d'être à moins d'1 kilomètre de chez soi, quelque chose qui sera quasiment jamais contrôlé, donc économiquement, ça, c'est pas du tout incitatif, ce genre de mécanisme. Est-ce que ces mécanismes-là, ils vont avoir un impact sur les comportements vis-à-vis du risque? Ils peuvent changer les comportements vis-à-vis du risque. Donc là, apparemment, par exemple, sur les attestations, il y a une croyance des politiques comme quoi le fait de remplir le papier avec une probabilité infime d'avoir une amende de 135 € peut changer fondamentalement les comportements ou certains comportements. Et le troisième élément de l'économie comportementale, c'est du coup ces différences intra-individuelles de caractéristiques vis-à-vis du risque. Comment est-ce que elles sont intégrées et quelle est leur importance pour pouvoir définir des politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment la perspective perspective générale dans laquelle se situe mon travail. Donc, donc je vais essayer de partager mon écran. Donc, plus particulièrement, c'est-à-dire de manière plus spécifique, si on regarde la manière, le premier élément, c'est-à-dire la manière dont les attitudes vis-à-vis du risque sont mesurées, si on regarde ça au niveau des études disponibles, on s'aperçoit que les études disponibles, elles ont été menées en gros dans 3 pays, et donc elles ont été dans 3 zones géographiques, donc elles ont été menées principalement aux États-Unis, elles ont été menées principalement en Europe de l'Ouest, et elles ont été menées principalement en Israël. Donc ça, c'est la littérature telle qu'elle existe. Et ça a donné lieu à une critique assez forte dans la littérature, qui est de dire, le problème, c'est que ces individus sur lesquels sont mesurées les attitudes vis-à-vis du risque, donc d'où vient tout le discours sur les incitations et d'où vient tout le discours sur la redéfinition des politiques publiques, ce sont des individus qui sont un peu bizarres, weird en anglais, et l'acronyme, il veut dire, en fait, c'est des individus qui sont tous du monde occidental, c'est tous réalisés sur des populations d'étudiants, donc ils sont tous éduqués, puis après, bon, il y a un petit peu de redite. Donc c'est tous des gens qui sont riches et c'est tous des gens qui viennent des pays développés. Okay, donc la recherche que je présente ici vise à essayer de voir si les mesures qui ont été réalisées sur ces populations qui sont très bizarres et très particulières, elles ont un peu plus de généralité ou au contraire, elles sont vraiment très spécifiques. Et donc, toute la question après de la redéfinition des incitations, de la redéfinition des politiques publiques, finalement, s'appuie sur un sous-échantillon qui est très particulier et qui a aucune légitimité, en quelque sorte, pour pouvoir définir une politique publique qui s'adresserait à une population beaucoup plus large.
Donc, ce que fait le projet de recherche, c'est d'essayer d'enlever des éléments de l'acronyme. Donc, on enlève le D, on enlève le R, on enlève le I, on enlève le W. Et la seule chose qu'on va garder, c'est le E. Et ça, c'est pour pouvoir quand même avoir un élément de comparaison, pour pouvoir raisonner toutes choses égales par ailleurs, en essayant d'enlever des éléments. Et ça, c'est le raisonnement toutes choses égales par ailleurs. C'est quelque chose qu'aiment énormément les économistes. Donc, plutôt que d'avoir cette carte, vous voyez, avec 3 zones géographiques très bien développées, en fait, la recherche, elle consiste à regarder dans 30 pays la stabilité des mesures d'aversion au risque. Donc, les 30 pays sont ceux qui sont présentés sur la carte ici, et en essayant de faire des mesures très précises, donc très détaillées, avec des méthodes d'économie expérimentale. Et on peut dire que l'objectif, c'est d'essayer de décomposer les attitudes vis-à-vis du risque des individus de manière, avec ces mesures précises, en 2 éléments. Le premier élément, c'est de regarder si les individus ont une vision plutôt optimiste ou plutôt pessimiste de la chance, et comment est-ce que cela varie suivant les contextes. Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'ils sont capables de discriminer entre les différents niveaux de chance. Un individu qui ne comprend pas grand-chose aux risques et aux probabilités va considérer que tout est kiff-kiff, 50-50, 50-50. Donc, même si les chances ne sont pas du tout ça, hein, même si la chance, c'est par exemple c'est le fait d'être contrôlé avec son attestation, un individu qui ne discrimine pas, il va considérer qu'il a une chance sur 2 quand il sort de chez lui d'être contrôlé avec son attestation. Même si on lui dit que non, il a une chance sur 10 000 de se faire contrôler, il va continuer à se comporter comme s'il avait une chance sur 2, parce qu'il a un peu de difficulté à voir de faire des différences entre les niveaux de chance. Donc ça, c'est plutôt une composante qui serait plutôt cognitive. Et puis, le fait d'avoir une vision optimiste ou pessimiste de la chance, c'est plutôt une vision qui est fondée sur les motivations individuelles, sur une espèce de vision individuelle de la chance. Les résultats de l'étude montrent qu'il y a certes des différences quantitatives. Quand on essaye de mesurer les choses de manière quantitative, on voit qu'il y a des différences quantitatives entre les pays, mais il n'y a pas de différence qualitative majeure. Et notamment, alors, je n'arrive pas à... Voilà. Notamment, par exemple, sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est donc un schéma d'économiste. Donc, on fait un schéma très compliqué pour dire quelque chose qui est un petit peu évident. Mais ce qui compte, c'est les formes des courbes et de regarder si les courbes sont très, très différentes et se situent un petit peu partout. Donc, à gauche, vous avez la situation de la France par rapport à ses voisins européens. Donc, ça représente le fait que les individus ont tendance à surestimer les petites probabilités. C'est ce qui se voit dans cette... comment ça ne fonctionne pas. C'est ce qui se voit dans cette partie-là du graphique. Et puis, d'autre part, ils ont tendance à sous-estimer les larges probabilités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur ces 2 parties du graphique. Et on voit que les pays européens sont à peu près similaires dans leur comportement. On va avoir des différences donc, qui sont quantitatives, mais qualitativement, on a quand même une certaine stabilité de ces comportements face au risque. Et si on regarde par rapport à un échantillon de pays, donc on peut trouver des pays, donc ça c'est un échantillon plus large dans les 30 situations, donc on voit qu'il y a quand même plus de diversité entre les pays, mais la tendance quand même à surestimer les petites probabilités, ce qui se passe dans cette zone ici, ou à sous-estimer les grandes probabilités, ce qui va se passer dans cette zone-là, demeure. Donc il y a vraiment ces caractéristiques SAPS qui sont pour des économistes des visions quand même déformées du risque, c'est-à-dire avec un certain nombre de... C'est une forme de biais de comportement, parce que les individus ne voient pas très bien les chances, donc ils ont tendance à s'écarter des chances, et en plus s'écarter pas de manière systématique des chances. Donc quand on a très peu de chances de se faire contrôler, on a tendance à surestimer la chance de se faire contrôler, et puis quand au contraire on se retrouve dans un restaurant avec personne avec des masques, on a énormément de chances d'attraper le coronavirus, si on voulait étendre ces résultats-là à la santé, alors que ceux-là sont mesures dans le domaine monétaire. Dans ce cas-là, on a tendance à sous-estimer les chances de se faire infecter. Donc, en conclusion, il semblerait que, en tout cas, les mesures qui ont été menées sur ces populations un peu bizarres ont quand même un certain élément de généralité. Et donc, ça veut dire que les questions de définition des incitations qui ont été fondées sur ces mesures, les questions de définition des politiques publiques, et notamment d'essayer de faire en sorte d'avoir des politiques publiques
où on voit que les individus ne réagissent pas qu'aux incitations monétaires, mais peuvent réagir à d'autres types d'incitations, garde quand même une certaine forme de pertinence. Voilà, je pense que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour cette vision de la rationalité. Je passe la parole directement à Coralie Chevalier. Coralie, oui, je suis là, pardon, je partage mon écran. C'est bon? Oui. Ok, donc merci à la Fondation pour les sciences sociales d'avoir organisé cet événement. Je vais vous parler aujourd'hui de l'impact pour la psychologie du fait de vivre dans des environnements risqués. Donc en Amérique du Nord, il y a aujourd'hui 13 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, donc avec moins de 2 $ par jour, et en Europe, ils sont près de 1 million. La pauvreté, évidemment, est associée à une multitude de risques, la faim, la mortalité précoce, la surexposition à la pollution, le fait de vivre dans des logements insalubres ou encore d'avoir des métiers qui sont eux-mêmes plus risqués. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point la cognition, la psychologie, le comportement sont affectés par cette omniprésence du risque. Comment est-ce qu'on peut tester rigoureusement l'impact du risque sur la psychologie et quelles sont les implications, notamment en matière de politique publique? Donc, je vais prendre un éclairage qui est un peu différent de celui qu'Olivier a adopté dans le talk précédent, qui est que la biologie de l'évolution, et en particulier les connaissances sur la façon dont d'autres espèces animales s'adaptent aux milieux difficiles, peuvent apporter un éclairage nouveau à ces questions. Les chercheurs en écologie comportementale, en particulier, étudient le comportement des organismes dans leur environnement. Et ils ont montré que les animaux qui vivent dans des conditions de vie difficiles ont des comportements radicalement différents. L'hypothèse, c'est que ces différences comportementales résultent en partie d'un processus d'adaptation entre l'organisme et son environnement. Et l'idée générale est la suivante. En fait, les organismes sont dotés d'une certaine plasticité. Ceux qui sont dotés de cette plasticité peuvent adapter leur comportement aux circonstances. Et en fait, ça leur donne un avantage par rapport aux organismes qui sont plus rigides et qui ont des comportements qui sont identiques en toutes circonstances et qui sont prédéterminés pour toujours. Donc, les chercheurs en biologie ont pu montrer que l'anatomie, la physiologie et même le comportement sont le produit conjoint de contraintes internes qui sont liées à la façon dont fonctionnent les systèmes biologiques et des contraintes externes qui sont imposées par l'environnement. C'est comme ça qu'on obtient les comportements les mieux adaptés, c'est en gérant ce compromis entre les contraintes internes et les contraintes externes. Donc, je vais prendre juste un exemple qui est celui des têtards des marais. Les têtards peuvent adapter en fait leur taille et leur forme en fonction de si oui ou non ils détectent la présence de libellules dans leur marais. Pourquoi les libellules? Eh bien parce que les libellules sont des prédateurs pour les têtards. Et donc, c'est très important que le comportement et même la physiologie des têtards soit adaptée à si oui ou non il existe des libellules dans leur étang. Donc, pour montrer ça, en fait, des chercheurs dans les années 90 ont élevé des têtards dans des étangs artificiels. Et c'est très pratique parce qu'ils ont pu mettre la moitié des têtards dans des étangs qui contiennent des larves de libellules et l'autre moitié des têtards dans des étangs qui ne contiennent pas de larves de libellules. Donc, c'est des conditions expérimentales parfaites où la seule chose qui distingue les deux groupes de têtards, c'est si oui ou non il y a la présence d'un risque de prédation dans le marais. Ce qu'ils ont observé, c'est que les têtards qui grandissaient dans les étangs qui contiennent des traces du prédateur, donc les larves de libellules, développaient un corps plus petit, plus court et des nageoires caudales plus longues. Or, on sait que ces trois caractéristiques rendent les têtards moins faciles à attraper pour les libellules. Donc, en fait, les têtards se sont adaptés au fait qu'il y avait un risque de prédation. Malheureusement, ces caractéristiques rendent aussi les têtards moins performants pour nager. En moyenne, on sait aussi que les têtards qui nagent le mieux sont ceux qui ont un corps plus gros, plus long et des nageoires caudales plus courtes. Autrement dit, la stratégie qui est adoptée par les têtards est le produit, comme je le disais tout à l'heure, d'un compromis qui permet de s'adapter au mieux à une situation qui est objectivement défavorable. Donc, la forme de leur corps, elle est adaptée au contexte. Ça signifie que la forme du corps n'est pas idéale dans l'absolu,
elle est optimale étant donné la présence de libellules. Donc, tout fonctionne comme si l'évolution avait préservé pour les organismes la possibilité d'un plan B qui se déclenche conditionnellement au fait que l'organisme se trouve dans des circonstances défavorables. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça pour la cognition? On est un petit peu loin avec les têtards. Mais pour la cognition, en réalité, il se joue un peu le même genre de choses. L'idée d'adaptation conditionnelle implique que des traits comme l'impulsivité, la prise de risque, l'agressivité, tous ces traits, en fait, peuvent être plus ou moins intéressants en fonction du fait qu'on vit dans un environnement risqué ou pas. Autrement dit, il est possible que la cognition soit adaptée dans une certaine mesure au fait de vivre ou pas dans un environnement qui comporte des risques. Donc, on observe en accord avec cette hypothèse qu'il existe une corrélation assez forte entre les conditions de vie et, par exemple, le biais pour le présent. Donc, si on compare différents pays du monde, on observe qu'il y a une corrélation entre le taux d'actualisation moyen dans les pays les plus pauvres que dans les pays les plus pauvres, le taux d'actualisation moyen est plus élevé, ce qui signale une préférence plus marquée pour la récompense immédiate. Et au sein d'un même pays, on observe le même gradient entre les personnes les plus pauvres et les personnes les plus riches. C'est une corrélation qui a été observée dans des pays riches comme la France ou les États-Unis, mais aussi dans des pays plus pauvres comme le Vietnam, ou encore dans des populations non industrialisées comme les Chimanés, qui est une ethnie amérindienne qui vit en Bolivie. Donc, toutes ces études-là dont j'ai parlé brièvement sont très intéressantes, mais elles sont intrinsèquement limitées par le fait qu'elles mettent en évidence des corrélations et non des liens de cause à effet. Donc, pour aller plus loin, pour essayer de vraiment comprendre s'il y a véritablement un lien de cause à effet entre le fait de vivre dans un environnement difficile et le fait d'avoir une psychologie particulière, il faut trouver d'autres méthodologies. Et le problème quand on s'intéresse à l'humain, c'est qu'on ne peut pas mettre les humains, les uns dans un étang avec plein de prédateurs et les autres dans un étang avec pas du tout de prédateurs. Donc, on est obligé de trouver d'autres méthodologies. Et une des méthodologies qui est intéressante, c'est la méthode des expériences naturelles. Donc, dans ces expériences naturelles, les conditions expérimentales ne sont pas mises en place par un expérimentateur qui choisit les conditions expérimentales, mais c'est plutôt que l'expérience se produit naturellement, accidentellement. Par exemple, certaines réformes peuvent conduire à une augmentation brutale du niveau de ressources, ce qui fait qu'il y a une amélioration de l'environnement, qui rend la vie des gens qui sont nés juste après la réforme plus facile que celle des gens qui sont nés juste avant la réforme. À l'inverse, certaines catastrophes naturelles peuvent s'abattre sur des populations entières et dégrader brutalement les conditions de vie et rendre le risque extrêmement saillant. Donc, on vérifie dans ce type d'expérience que rien ne distingue les personnes mises à part la réforme ou la catastrophe, tout comme rien ne distingue les têtards qui ont été placés dans l'étang, qui contient les larves de libellules, des têtards qui sont placés dans l'étang, qui ne contient aucune trace de prédateur. Donc, on essaie d'approximer une méthodologie expérimentale rigoureuse. Alors, pour vous donner un exemple, des chercheurs ont pu mesurer en 2014 l'effet du tsunami qui a ravagé les côtes thaïlandaises en 2004 sur l'aversion au risque des participants 5 ans plus tard. Et pour ça, ils ont d'abord analysé des images satellites qui leur permettaient d'identifier des villages qui avaient été très touchés par le tsunami et ceux qui sont dans des régions très très proches, mais qui avaient été épargnés. Donc, ils ont vérifié que les villages qui avaient été touchés par le tsunami plus violemment étaient en tout point semblables aux villages qui avaient été moins touchés. Leur idée étant qu'il fallait établir que l'unique différence était d'avoir été touchés ou pas par la catastrophe. Donc, ils ont montré par exemple que les villages avaient la même proportion de personnes illettrées, le même nombre de ménages, la même proportion de foyers qui avaient accès à l'eau courante, etc. Et ensuite, ils ont demandé aux participants, aux habitants de ces villages, de participer à une tâche très classique, très semblable à celle que Olivier a montrée, qui permet de mesurer la préférence pour le risque, l'aversion au risque. Et ce que leurs résultats ont montré, c'est que les villageois qui avaient été touchés par le tsunami 5 ans auparavant étaient en moyenne moins patients et moins prêts à prendre des risques économiques
que ceux que le tsunami avait épargnés. De la même manière, donc là, c'est pas une expérience naturelle, c'est une expérience en laboratoire, montre que si on administre du cortisol, qui est l'hormone du stress, à des participants qui viennent au laboratoire, on observe que ceux qui ont reçu du cortisol sont moins prêts à prendre des risques que ceux qui n'en ont pas reçu. Autrement dit, les expériences de laboratoire, les expériences sur les animaux non humains, les expériences naturelles, les données corrélationnelles vont toutes dans la même direction, qui est que vivre dans un environnement difficile a un effet sur la psychologie individuelle. Dans la suite de mon exposé, je vais vous présenter des données qu'on vient de terminer d'analyser dans mon équipe sur l'expérience naturelle qui a été créée par la pandémie de Covid-19. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la pandémie a bouleversé la vie des gens de toutes sortes de manières. Il y a eu des impacts directs, évidemment, en termes de morbidité et de mortalité. Donc les citoyens du monde entier ont été exposés à ce risque de mortalité tout à fait nouveau. Il y a aussi eu des politiques nationales qui visaient à réguler le comportement de manière plus ou moins forte, des conséquences indirectes sur la santé, notamment par l'effet sur la santé mentale, les violences familiales ou aussi la perte de chance qui est liée au non-recours aux soins ou au retard de diagnostic. Et puis, il y a maintenant un certain nombre d'études qui permettent de commencer à entrevoir l'impact socio-économique de la pandémie. Donc, pour prendre qu'un seul exemple, les projections récentes indiquent que pour la première fois en 20 ans, le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté va vraisemblablement augmenter. Les dettes nationales ont atteint des niveaux sans précédent. Il y a de plus en plus de dépôts de bilan, des expulsions de logements. Et la pandémie, elle accentue aussi les inégalités parce qu'elle affecte à la fois la santé et la richesse des plus pauvres davantage que celle des plus riches. Donc la question est de savoir si ce bouleversement sans précédent est de nature, tout comme le tsunami qu'on a évoqué plus tôt, à transformer les préférences psychologiques, notamment en matière de perception des risques. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que on sait, il y a une littérature très étayée sur la psychologie de la détection de la menace qui montre que, évidemment, c'est important d'éviter toutes les erreurs, mais certaines erreurs sont plus coûteuses que d'autres. Par exemple, ne pas détecter une menace quand il y en a une est plus dangereux que de croire qu'il y a une menace quand il n'y en a pas. Donc, ça signifie que les faux négatifs sont souvent plus coûteux que les faux positifs. C'est le principe du détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, il fait plus de faux positifs que de faux négatifs. Et conformément à cette idée, les enquêtes internationales montrent que les gens surestiment toutes sortes de menaces, les taux de criminalité, le terrorisme ou même le risque de chômage. Mais pour être adaptatif, cette sensibilité aux menaces, elle doit prendre en compte des variations individuelles, comme par exemple la condition physique ou l'âge. Donc, pour le dire de manière familière, en fait, ce que la psychologie doit prendre en compte, c'est la capacité de l'individu à encaisser le risque. Moins l'individu peut encaisser les risques et plus il doit avoir une psychologie qui détecte de manière très forte les menaces. Alors de fait, il y a toutes sortes de travaux qui montrent qu'on observe cette association. Et je vais parler juste d'un exemple très précis, qui est un phénomène psychologique intéressant qui s'appelle le Auditory Looming Effect. Ce phénomène, c'est que quand on fait écouter à des participants des sons qui s'approchent, ou des sons qui s'éloignent, on perçoit la vitesse du son comme étant plus rapide pour des sons qui s'approchent que pour des sons qui s'éloignent, alors même que, évidemment, on contrôle pour la distance du participant au son. La fonction de ce biais cognitif, c'est d'éviter les objets qui s'approchent de nous, parce qu'évidemment, un objet qui s'approche rapidement de nous, ça peut constituer une menace. Or, on trouve que ce biais est amplifié chez les personnes qui sont en moins bonne condition physique. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins en mesure d'éviter facilement les menaces. Donc, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que ce biais, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait adaptatif. Et donc, la psychologie, elle s'adapte à la probabilité qu'il y ait effectivement des menaces et qu'on soit en mesure de s'en prémunir. Donc, en plus de ces facteurs internes, qui sont est-ce que moi, individu, je suis en bonne santé ou en mauvaise santé, la perception des menaces, elle s'ajuste aussi aux circonstances locales. Par exemple, quand on vit dans un environnement qui est très menaçant, c'est adaptatif que le système cognitif soit biaisé, entre guillemets, pour réagir plus facilement aux signaux de menace que quand on est dans un environnement moins menaçant.
Donc, l'objectif de notre étude, c'était de tester ce modèle en analysant l'effet de l'épidémie de Covid sur le seuil de réactivité à la menace. Et pour ça, on a utilisé la théorie de la détection du signal avec une expérience que je vais vous présenter maintenant. Et notre hypothèse, c'était que la vulnérabilité perçue aux maladies infectieuses, donc c'est comme la santé dans le auditory looming effect, avait un effet plus important chez ceux qui se perçoivent comme particulièrement vulnérables aux maladies. Alors pour ça, on a mesuré la réactivité à la menace d'un même échantillon de participants britanniques à 2 reprises, le 17 mars, c'est le jour de l'annonce du confinement anglais, et 2 semaines plus tard, le 7 avril. Et on s'est dit, en fait, c'est intéressant parce que la distribution des cas de Covid, en fait, c'est une variation quasiment expérimentale. Il n'y a rien dans la psychologie des gens qui pouvait prédire qu'ils allaient choisir de vivre dans un endroit où le Covid allait circuler fortement. Pour tester la réactivité aux menaces, on a employé un protocole très simple dans lequel on présente aux participants un cercle dans lequel une ligne est flashée pendant 40 millisecondes. Et cette ligne, elle peut être courte ou longue. Et on demande aux participants justement de dire si la ligne est courte ou longue. Quand le participant donne la bonne réponse, il ne se passe rien du tout. Mais quand il fait une erreur, il reçoit parfois, mais pas toujours, une punition. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on biaise, et c'est ça notre manipulation expérimentale, on biaise l'une des lignes pour recevoir plus souvent des punitions que l'autre. Donc, en fait, cette ligne, c'est la menace par rapport à l'autre ligne. Et donc, on parle de biais de négativité, donc de surdétection des menaces, chez les participants qui, pour éviter d'être punis, se mettent à dire à tort que la ligne longue est en fait courte. Donc là encore, on place les participants dans une situation où il est préférable de faire un faux négatif, c'est-à-dire de détecter à tort que la ligne est courte pour ne pas risquer d'être puni. On a complété ces mesures expérimentales avec des questionnaires standardisés qui nous permettent de savoir si les gens sont vulnérables aux maladies infectieuses, des variables sociodémographiques et le code postal. Comme ça, on peut mettre ça en rapport avec les données du NHS. Ce qu'on a observé conformément à notre hypothèse, c'est que les personnes qui se sentaient les plus vulnérables aux maladies infectieuses montraient un biais de négativité plus important que celles qui se sentent moins vulnérables. Cet effet, il est visible dans l'interaction que je montre ici. Il résiste à l'ajustement par des facteurs sociodémographiques. Et il se retrouve aussi quand on prend ensemble les 2 sessions de test. Donc, en ce moment, on est en train d'essayer d'étendre ces travaux à d'autres domaines de la psychologie, comme le biais pour le présent et l'aversion au risque. Et si, comme on le prédit, la pandémie de Covid amplifie la détection des menaces, augmente l'aversion au risque et le biais pour le présent, en fait, on peut se dire que peut-être il va y avoir un effet en cascade de cette épidémie sur la société. Pourquoi ? Parce que dans de multiples domaines de l'action publique, la prévention en santé, l'investissement dans l'éducation ou l'environnement, tous ces domaines sont imprégnés par les préférences temporelles et l'aversion au risque. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'on laisse la parole directement à Simon pour sa présentation. Oui, merci Claudia, merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Oui. Ouais. Merci beaucoup Claudia, merci aussi à José bien sûr pour l'organisation de cette journée, même si elle est à distance. C'est un plaisir de vous entendre tous après cette année de travail ensemble. Donc moi, je vais vous parler du droit des peines et juste pour rappel, je voudrais dire que la peine, c'est la sanction des comportements qui constituent des infractions pénales. C'est dans ce sens-là que j'entends la peine. Donc, le vol, le viol, le meurtre, l'escroquerie, l'homicide involontaire, tous ces comportements ont été considérés par le législateur comme méritant d'être stigmatisés en raison de leur gravité. C'est pour cela qu'ils ont été érigés en infraction pénale. Donc, en fait, la peine, c'est le sceau de cette stigmatisation particulière. Elle doit permettre, cette peine, de saisir, par une application à rebours du principe de proportionnalité, la gravité des actes qui sont sanctionnés. Donc, si l'emprisonnement et l'amende sont les mieux connus, la peine du code pénal, en réalité, est plurielle. Elle se décline en plusieurs alternatives ou peines complémentaires. Et pour en donner une liste qui n'est pas exhaustive, on pourrait évoquer la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général, les peines de stage ou encore les peines privatives et restrictives de droit.
Donc, la peine, quelle qu'elle soit, elle a toujours théoriquement vocation à punir et, comme son étymologie l'indique, à faire souffrir celle ou celui à qui elle est imposée. Donc, elle représente en réalité symboliquement un équivalent juridique du mal commis. Le terme de dystopie, quant à lui, il est souvent associé à l'œuvre de George Orwell, 1984, qui évoque une société de surveillance totale dans laquelle les individus perdent jusqu'à leur liberté de penser. Donc, le terme de dystopie, il correspond aujourd'hui à un sous-genre de la science-fiction qui dépeint une société idéale dont finalement l'idéal inaccessible serait voué à se transformer en cauchemar. Alors, quand on évoque la disparition de la peine, au sens du droit pénal, quel serait l'idéal initialement poursuivi? Eh bien, l'idéal, ce serait celui d'une société sans douleur, ni vécue, ni imposée. Et on pourrait penser que le fait d'ôter toute dimension douloureuse et pénible à la sanction des infractions permettrait d'en faire une mesure plus positive, moins contestée. Mais se débarrasser de la peine dans sa dimension douloureuse, si cela peut sembler séduisant, ça signifie également se débarrasser du régime protecteur qui l'accompagne. Et ma présentation se fera donc en 2 temps. J'aborderai d'abord le recul de la peine dans le droit pénal, avant d'évoquer ensuite les effets juridiques de ce mouvement. L'idée d'un recul de la peine comme catégorie juridique constitue le postulat à partir duquel je pense son éventuelle disparition, sa possible disparition. En effet, aujourd'hui, il existe des preuves de ce phénomène, puisque le champ de la catégorie juridique peine tend à se réduire de plus en plus. Alors même qu'on parle, paradoxalement, d'une pénalisation croissante de la société. Donc, je répondrai dans cette première partie à 2 questions. Pourquoi assiste-t-on à un recul de la peine et comment se traduit ce recul dans le droit? Alors, pourquoi ce recul? On observe aujourd'hui une forme de désuétude de la peine qui est inhérente à 2 promesses politiques distinctes, mais qui, par certains aspects, se rejoignent. La première de ces promesses est celle d'un monde sans douleur. L'idée serait celle d'une société dans laquelle la réponse à un comportement infractionnel devrait perdre tout caractère afflictif. Elle serait dépouillée de son caractère douloureux pour devenir une mesure thérapeutique entièrement tournée vers la réinsertion du condamné. Donc, dans une philosophie pénale qui est guidée par la place croissante des droits de l'homme, c'est de plus en plus difficile d'assumer la part de souffrance que la peine implique. Mais concevoir dans le même temps la peine dans une dimension purement utilitariste, comme outil pur de réadaptation sociale, participe en fait d'une mise à distance entre l'infraction pénale et la sanction qui y répond. Et cette mise à distance, elle peut justifier que des mesures pénales prononcées ne soient plus calquées sur la mesure des faits commis, mais sur l'état de la personne à réinsérer ou à traiter. On observe d'ailleurs cette disparition de la fonction sanctionnatrice de la peine quand on lit l'article 707 du Code de procédure pénale qui fixe le régime de la peine exécutée en se focalisant sur les enjeux de réinsertion précisément. La seconde promesse qui accompagne ce mouvement, c'est celle d'un monde sans risque. En effet, il y a un autre mythe selon lequel des mesures pénales suffisamment bien déployées permettraient de prévoir et de prévenir tout passage à l'acte criminel. Il suffirait de prévoir des dispositifs de surveillance ante et post-délictum suffisamment efficaces. S'ils sont partout déployés, ils devraient permettre d'établir et de maintenir des niveaux de risque bas pour la sécurité des personnes et des biens. L'illustration qui est la plus symptomatique de cette promesse, c'est le développement exponentiel des pouvoirs et de la place des services de renseignement qui tendent d'ailleurs à se développer en dehors du champ classique du droit pénal. Dans cette perspective de neutralisation anticipée du danger,
l'impact substantiel de la mesure imposée sur la personne, ou pour le dire plus clairement, la douleur qui peut résulter de cette sanction, est parfaitement indifférente. Il ne s'agit plus de sanctionner un individu, mais de protéger la société. Et ces deux promesses que je viens d'évoquer, elles témoignent d'ailleurs d'une réactivation des théories pénales de défense sociale qui mettent au cœur de leur système des enjeux de sécurité collective et qui finalement se désintéressent de l'impact individuel de la sanction. Comment se traduit ce recul de la peine en droit? Alors, il y a d'abord les facteurs extrinsèques de ce recul, qui sont liés au fait que la peine n'est plus qu'une réponse à l'infraction parmi d'autres. Donc, il s'agit là du phénomène qui est le mieux connu et qui correspond essentiellement à la montée en puissance de ce qu'on appelle les mesures de sûreté. En ce sens, la loi du 25 février 2008 a été pourvoyeuse d'un grand nombre de nouvelles mesures de sûreté, et notamment des mesures d'enfermement et des mesures restrictives de droit susceptibles d'être imposées à des personnes atteintes de troubles psychiques ayant aboli leur discernement au moment de la commission de l'infraction. Ou encore, par cette même loi de 2008, l'instauration de la fameuse rétention de sûreté qui peut conduire à un enfermement post-peine pour une durée potentiellement illimitée. On pourrait aussi évoquer la tentative du législateur d'instaurer pendant l'été dernier, des mesures post-peine, des mesures de surveillance post-peine qui devaient s'imposer à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. C'est des dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 août 2020. Donc, plus les mesures de sûreté sont nombreuses, plus la proportion des peines au sein de ces réponses à l'infraction se réduit. Et donc, la peine comme catégorie juridique, elle est concurrencée quantitativement, mais ce qui apparaît plus inquiétant, c'est qu'elle est aussi menacée dans sa définition même. En effet, il y a aussi des facteurs intrinsèques de son recul qui, par une forme d'autodestruction, pourraient aboutir à la disparition de la peine comme catégorie juridique. Je vais parler ici de la Cour européenne des droits de l'homme qui, par sa jurisprudence, a forgé une notion autonome de peine. En effet, elle a longtemps considéré devoir ne pas s'en tenir à la nomenclature étatique pour savoir quelle réponse aux infractions devait être considérée ou non comme relevant de la répression pénale et plus précisément de la matière pénale, c'est la terminologie qu'emploie la Cour européenne. Donc, cette jurisprudence sur la définition autonome de la peine par la Cour européenne des droits de l'homme, elle suscitait l'espoir de la persistance d'un noyau dur, indestructible, de mesures si graves qu'elles ne pourraient jamais être considérées comme autre chose que des peines. Cet espoir s'est effondré avec l'arrêt de grande chambre de la Cour européenne du 4 décembre 2018, INSER contre Allemagne, dans lequel la Cour opère un revirement quant à la nature juridique de la détention de sûreté allemande. Elle disait que c'était une peine jusque-là, elle n'est plus qu'une simple mesure de sûreté. Il en résulte que la définition de la notion de peine devient à partir de cet arrêt totalement dépendante de l'objectif apparent qui est assigné à la mesure par les autorités nationales, indépendamment du cadre dans lequel elle est prononcée, puisque là, il s'agissait d'une sanction à l'infraction prononcée par un juge pénal, et indépendamment de sa gravité, puisque là, c'était un enfermement pour une durée potentiellement illimitée. Donc, la bascule, elle se fait parce que l'objectif de soin affiché est de nature à faire sortir certaines mesures graves de la catégorie des peines en les faisant échapper à tout contrôle et perdant ainsi leur régime protecteur. Et c'est maintenant du régime de la peine dont il va être question, et j'aborde donc dans une deuxième partie les effets juridiques de ce recul.
L'enjeu central de la définition de la peine, il est celui du régime juridique qui va être applicable à la mesure considérée. En effet, le recul de la peine va conduire à une marginalisation des conditions d'application de son régime protecteur. Et cela pourrait bien sûr susciter de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux. Et c'est sans doute à l'égard de ces possibles atteintes qu'il faut faire preuve d'une vigilance nouvelle. Je répondrai ici encore à 2 questions. Quels sont les risques de cette évolution et comment les limiter? Quels sont les risques de cette évolution? Alors, principalement, la disparition des peines entraînerait la disparition des exigences de la légalité criminelle, sans qu'aucune garantie de substitution satisfaisante ne puisse être apportée. La spécificité de la peine, comme catégorie juridique, c'est d'être soumise au principe de légalité des délits et des peines. La légalité criminelle ou l'égalité des délits et des peines, c'est la même chose, est un principe en vertu duquel les peines doivent avoir existé au moment où les faits qui les justifient ont été commis. Elles doivent aussi être déterminées de manière précise dans leur contenu et dans leur durée. L'enjeu étant que la peine soit prévisible pour la personne à l'encontre de laquelle elle sera prononcée. Le principe de l'égalité constitue donc un frein à l'extension illimitée du champ de la répression pénale. Ce principe s'oppose notamment à ce que des responsables politiques adoptent de nouvelles mesures répressives pour répondre à des faits infractionnels qui ont agité l'opinion. En effet, les nouvelles peines qui peuvent naître dans l'esprit du législateur ne peuvent pas théoriquement s'appliquer à des faits passés, elles ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir, et ça, c'est une conséquence très concrète du principe de l'égalité criminelle. Elles doivent aussi être accompagnées de garanties qui ne sont pas susceptibles de dérogation, parce que si le principe de l'égalité criminelle est dans notre code pénal, il a une valeur légale, mais il a aussi une valeur constitutionnelle, en application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, et il est aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 7. Donc, le développement des mesures de sûreté au sens large va permettre de contourner les exigences inhérentes à cette garantie fondamentale. Donc, si on considère que des mesures dites strictement préventives ou thérapeutiques ne sont plus des peines, alors elles peuvent être appliquées librement en fonction des besoins de notre société en termes de sécurité et sans considération du moment des faits ou même d'anticipation quant au contenu qui sera donné à cette mesure. D'un autre côté, le contrôle des mesures contraignantes extra-pénales, donc des mesures de sûreté notamment, il est bien plus limité. Il n'est pas du tout équivalent et il ne faut d'ailleurs pas se fier à l'instrumentalisation sémantique qui peut être faite du terme de légalité. On lit parfois que les mesures de sûreté sont elles aussi soumises aux exigences de la légalité, au sens très général où elles doivent avoir été prévues par la loi. Alors, il est très important de souligner que ce fondement légal des mesures contraignantes n'a rien en commun avec le régime protecteur de la légalité des peines qui implique essentiellement leur non-rétroactivité. Donc, s'agissant des mesures contraignantes de la procédure pénale, leur contrôle est simplement opéré en application d'une logique de proportionnalité qui, par sa définition même, est extrêmement sensible aux crispations sécuritaires. Alors, comment limiter ces glissements juridiques qui pourraient conduire à un bouleversement des fondements de notre système répressif? Alors, l'évolution, elle semble difficile à contenir face à des efforts politiques nourris en faveur de peines qui assureraient exclusivement ces 2 fonctions, soins et prévention ou soins et neutralisation. Et de mon point de vue, il est indispensable de remettre au cœur des questionnements juridiques actuels la question de la rétribution. D'abord en partant du vécu des personnes condamnées, pour comprendre ce qu'elles vivent dans leur chair en termes de contraintes et de souffrances,
comme le disait Robert Badinter au moment de l'adoption du Code pénal de 92, il n'y a pas lieu de distinguer entre peine et mesures de sûreté dans le Code pénal parce qu'elles sont toutes vécues, ces mesures, par le condamné comme des peines. Il faut aussi questionner la place de la rétribution dans la rationalité moderne de la répression. Qu'est-ce que la société est prête à assumer en termes de souffrance imposée? C'est une question plus politique, plus philosophique. Et enfin, il faut interroger la place de la rétribution dans la loi, parce qu'elle est presque inexistante, et aussi dans la jurisprudence qui peine à opérer une distinction claire entre la souffrance inhérente à la peine et celle qui devrait être prohibée au titre de la prohibition, au titre des traitements inhumains et dégradants. Donc, finalement, seule cette conscience réactualisée de la dimension rétributive de la peine peut justifier la pérennité des exigences qui sont celles de la légalité criminelle. Et donc, cette communication, elle a essentiellement pour vocation d'inciter à penser et à encadrer cette dimension de la peine vécue comme condition du maintien du régime protecteur de la peine dans notre ordre juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est très difficile de commenter, d'intervenir quand on n'est pas soi-même spécialiste de droit dans ce débat. Je comprends bien les enjeux. Mais peut-être une question exactement pour Anne Simon, puisque en tant que juriste, du fait de son excellent discours, bien évidemment, j'ai tout compris, mais je pense que le fait de réduire ton intervention, tu as peut-être choisi de ne pas parler de certaines choses que pour moi me semblent intéressantes. Et la question est, si la mesure elle est thérapeutique, donc si elle est applicable dans le cadre donc des objectifs de soins du condamné, entre guillemets. Est-ce une mesure qui est assimilable à une peine ou pas? Et si c'est le cas, échappe-t-elle donc au contrôle du principe de la légalité criminelle? C'est une question toute simple, mais il me semble que tu avais travaillé sur ces questions, puisque ça donne l'impression, en fait, que si c'est une mesure thérapeutique, ce n'est plus une peine, c'est-à-dire elle n'est pas vécue par le condamné, entre guillemets, comme une peine, mais comme toute une autre mesure donc, qui échappe donc au principe de la légalité criminelle tel que défini par notre régime pénal. Alors oui, je te remercie beaucoup, José, pour cette question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'essayais de mettre un petit peu en lumière. C'est que si on gomme la dimension rétributive, qui de mon point de vue n'est pas absente d'un certain nombre de mesures qui sont par ailleurs destinées à avoir un objectif de soins ou de réinsertion, la peine, elle est souvent tout ça. Elle a souvent tous ces éléments en elle, à la fois une dimension tournée vers l'avenir, de perspective de réinsertion, et il y a aussi une dimension plus contraignante, plus douloureuse, plus pénible. Et ce qui est inquiétant dans les évolutions actuelles politiques et juridiques dans la foulée, c'est que plus on gomme la dimension rétributive, qu'on ne veuille pas la voir ou qu'on tâche de la faire disparaître, plus on risque de faire sortir du champ de la catégorie des peines qui a ce régime protecteur un certain nombre de mesures qui, en réalité, restent par nature contraignantes et pénibles et douloureuses. Et en fait, c'est ça qui est très perturbant quand on lit l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle semble dire que si on donne une place suffisamment grande aux soins et à la prévention, en gommant la dimension rétributive, alors on peut réussir, les autorités nationales peuvent réussir à faire sortir une mesure de la catégorie des peines et donc à la faire échapper au régime protecteur qui lui est assigné. En matière de détention de sûreté allemande, ce qui était très intéressant, c'était que donc il y avait une décision, j'ai pas fait tout, en effet le format oblige à réduire un peu les éléments d'analyse, mais il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2009 qui dit exactement le contraire, qui dit la détention de sûreté allemande, c'est une privation de liberté potentiellement à vie,
prononcé par une juridiction pénale, exécuté dans des établissements pénitentiaires. On ne peut pas dire que c'est une simple mesure de sûreté qui échappe aux exigences de la légalité. Ça doit être considéré comme une peine, même si elle a un volet thérapeutique, prévention de la récidive, etc. Elle fait volte-face en 2018 en disant, bon, finalement, ils ont créé des nouveaux établissements qui sont quand même tout propres, avec maintenant, c'est plus des surveillants pénitentiaires qui assurent la surveillance, c'est des gens avec des blouses de médecins. Et donc, on a rendu thérapeutique quelque chose qui est carcéral, et en le rendant thérapeutique, on admet d'exclure l'applicabilité de l'article 7, ce qui est, de mon point de vue, assez inquiétant juridiquement. Donc, c'était ce glissement-là qui n'est pas tant une disparition de la dimension contraignante, mais on le gomme pour des raisons politiques diverses. C'est ce que je pense être le fond du problème. Et en le gommant, on oublie les conséquences de cette dissimulation, en fait. C'est un peu la source de l'inquiétude. D'accord, ça va donc de pair avec l'idée de recul de la notion de peine et de la nature même de peine. Mais donc, contrairement à ton intitulé, que je comprends tout à fait, c'est-à-dire cette idée de se débarrasser d'une certaine manière de l'idée de peine, c'est se débarrasser de l'idée qu'il n'y a plus de risque et que donc que notre société est parfaite et qu'il n'y aura plus de délit, il n'y aura plus de crime. Ce n'est pas une dystopie, mais plutôt une utopie. Oui, en même temps, c'est un peu une dystopie de mon point de vue, parce que si tous les actes délictueux ou criminels sont le fait de gens qui, en fait, ne sont pas responsables de leurs actes, la notion de responsabilité individuelle et donc de liberté est menacée. Et en fait, la liberté, c'est quand même une des valeurs auxquelles on tient peut-être par-dessus tout, enfin, en tout cas, beaucoup. Donc, c'est ça aussi le danger que ça comporte, cette manière de faire rentrer dans la catégorie du pathologique pas mal d'actions. C'est se désintéresser, c'est se désintéresser du fondement de la responsabilité. C'est oublier cette dimension morale et individuelle de la responsabilité. Ça, c'est un autre aspect du chapitre, d'ailleurs, qui parle de cette bascule du droit pénal de l'acte, qui s'en tient à l'acte et qui sanctionne à hauteur de l'acte, pour s'intéresser à l'état de la personne. Et en effet, si on substitue la peine, on substitue les mesures de sûreté ou les mesures de surveillance ou les mesures de contrôle à la peine, c'est aussi un moyen d'étendre le filet de la surveillance et de la contrainte d'une manière complètement potentiellement illimitée, parce qu'on n'a plus les critères, on n'a plus la mesure liée à l'acte de l'infraction pour s'en tenir, enfin pour contenir en fait cette surveillance. Et c'est des atteintes aux libertés, tout à fait. Et c'est de ce point de vue-là que c'est la dystopie. C'est la dystopie d'imaginer qu'on a des mesures suffisamment efficaces pour se passer des peines et qu'on ne va que soigner le crime qui finalement pourrait être une maladie un jour guérie, et on sait que ça n'existe pas. Alors, il y a une question encore pour Anne-Simon, mais après, moi, j'aurai une petite question pour les intervenants précédents. Alors, c'est Amphi Erasme Rennes. Bonjour, merci au présentateur, présentatrice. Anne-Simon, je ne sais pas pourquoi il y a un pluriel. Est-il possible d'interpréter votre analyse à l'aune des catégories de Durkheim, droit punitif, droit restitutif, dans la division du travail social? Est-ce une référence pour vous, éventuellement par le biais de l'école française à la Léon Duguy? Alors, bien sûr, j'ai pensé à Durkheim dans mes réflexions. Alors, je n'ai pas une connaissance suffisamment fine des textes qui sont évoqués là pour pouvoir leur restituer toute leur place dans mon propos. Mais bien sûr, c'est une source d'inspiration. Moi, j'avais une question alors pour les deux intervenants, donc pour Coralie Chevalier et Olivier Laridon. Donc, en fait, en économie, on considère qu'il y a des paramètres qui caractérisent chaque individu. C'est comme ça, ils sont donnés. Donc, chacun a une certaine aversion par rapport au risque. Donc, dans le contexte de Covid, par exemple, c'est important. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque de sortir, d'aller faire les courses ou pas? Donc, chacun a ce paramètre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de valeur. C'est ni bien ni mal. Et puis, ça va déterminer les comportements. Donc, Olivier Laridon a tendance à suggérer par cette grande enquête internationale que ces paramètres ils sont relativement constants dans le monde. Enfin, ils sont à peu près homogènes, quoi. Enfin, finalement, ils peuvent varier, mais caractérisent la population dans son ensemble de manière à peu près similaire. Et par contre, Coralie montre que finalement, non, ça dépend des conditions de vie, ça dépend
de la manière dont on est exposé au risque, ces paramètres peuvent changer. Et en réalité, ça éclaire des choses que Olivier a dites aussi. Chacun a ses paramètres, mais les femmes sont plus averses au risque que les hommes. Les personnes âgées sont plus averses au risque que les personnes plus jeunes, c'est-à-dire elles ont moins envie de prendre des risques. Mais pourquoi? Quand on réfléchit, on se rend bien compte que c'est parce que c'est pas seulement le risque, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un incident, mais c'est l'ampleur du dégât qui serait associé, enfin de la douleur par exemple, qui serait associée à ça. La raison pour laquelle les femmes sont plus averses au risque, j'imagine, c'est parce qu'elles ont un rapport au corps différent, elles sont parfois enceintes, donc elles savent, et elles sont responsables des enfants, donc elles ont un rapport à la fragilité beaucoup plus... elles sont exposées à la fragilité de manière beaucoup plus importante dans leur vie. Et donc, est-ce que c'est vraiment une différence de paramètres ou est-ce que c'est une différence de contexte? Parce que si les paramètres dépendent du contexte, c'est plus des paramètres. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on peut s'en passer. Voilà. Une question provocatrice peut-être. Est-ce qu'on peut se passer de ces paramètres s'ils dépendent du contexte? Pour un économiste, le fait que les personnes âgées soient plus averses au risque, c'est quelque chose qui est vu comme une chose parfaitement rationnelle, comme une espèce de meilleure réponse à leur situation, puisqu'ils ont un capital santé qui est beaucoup moins fort. Donc, du coup, ils sont moins riches, en quelque sorte, en santé. Donc, c'est juste que leur aversion au risque, quand ils sont riches, ils sont très peu averses au risque en santé. Puis, quand ils sont pauvres, ils deviennent plus averses au risque. Mais je pense que dans les approches de Coralie, ça va plus loin en termes de meilleures réponses aux situations d'adaptation. Parce que dans la vision, en tout cas dans ce que j'ai présenté, c'est une vision beaucoup plus statique, beaucoup plus instantanée, enfin, de prendre une photo de la prise de risque, alors que dans les analyses de Coralie, il me semble qu'il y a vraiment cette vision d'adaptation de long terme des comportements. Donc, oui, Coralie. Ouais, je pense qu'en fait, ce qu'on dit, c'est complètement compatible, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est pas très différent et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un espèce de paramètre général. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas, on peut prendre une analogie, par exemple la taille. On pourrait se dire, bon, allez, on va regarder combien mesurent les gens à travers le monde. Et puis, on trouverait que ça varie, mais enfin, quand même, en moyenne, les gens, ils mesurent un peu la même chose. Bon, si on considère que les pays développés, par exemple, on oublie la nutrition. Mais quand même, au sein d'un même pays, si on essaye de comprendre l'effet de la pauvreté sur la taille, on va observer des effets. Donc, les deux sont vrais. Il y a des paramètres qui sont fixés, enfin, dont le range est fixé. Et ensuite, ces paramètres, ils sont influencés de manière prévisible par le contexte. Donc, c'est quand même des paramètres. Et pour compléter, il y a également le fait qu'au-delà au-delà de l'aversion au risque, en tout cas dans l'analyse économique, il y a aussi la question des croyances. Et sont censées être les croyances qui s'adaptent au contexte. Donc, par exemple, quand on mesure les croyances face au Covid des individus, on s'aperçoit qu'au départ de la pandémie, ils avaient des croyances extrêmement élevées et qu'après, ils ont pris en compte l'information sur la dangerosité, sur l'incidence et prévalence de la maladie, et que, en fait, les individus n'intègrent pas ça comme le ferait un modèle économique qui fait fonctionner l'individu comme une espèce d'ordinateur des années 50, mais ont quand même tendance à être relativement sensibles à l'information qui leur est proposée et l'intègrent dans leurs croyances pour adapter leur comportement. Oui, évidemment. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser. C'était l'intervention de Coralie qui a soulevé cette question. Mais elle s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous prenez, parce que vous prenez des catégories un peu, donc en fonction du niveau de développement du pays concerné, de l'âge, etc. Mais est-ce que finalement le discours, notamment sur la Covid, ça m'y a fait penser. Est-ce que le discours public, la nature du discours public dans sa capacité à rendre les gens plus anxieux ou moins anxieux face au risque, ou plus sensibles à ce risque-là, est-ce que c'est pris en compte à un moment donné? J'imagine qu'un pays dans lequel les médias ont une communication extrêmement agressive sur les risques auxquels la population est soumise, alors que dans un pays où... Est-ce qu'il y a des variations comme ça que vous pouvez prendre? Est-ce que vous pouvez capter ces éléments-là
dans la capacité des gens à se positionner face au risque? Moi, non. Je pense que c'est très compliqué, en fait, d'avoir une idée de ce qui se passe à un niveau très macro comme ça et à quel point ça influence la psychologie des gens. Mais peut-être, Olivier, tu as une meilleure idée. Non, au sens international, ce qui est difficile, c'est que je pense que tout le monde a fait un petit peu de manière non coordonnée ces études. C'est un peu comme pour les questions des tests sur les traitements du Covid. Donc, par exemple, avec une recherche que je mène, c'est de regarder justement comment les croyances se sont modifiées pendant le confinement. Donc, c'est exactement c'est beaucoup moins fouillé, beaucoup moins détaillé que ce qu'a présenté Coralie, mais c'était le même schéma. On mesure au début du confinement, on mesure à la fin du confinement, puis on regarde comment ça a évolué, quoi. Mais on peut pas dire, comme ce n'est pas une comparaison internationale, on peut pas relier ça à une autre société qui aurait réagi d'une autre manière, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, puisque on a juste le cas de la France, donc on n'a pas de contrefactuel qui nous permet de juger correctement de l'effet. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait un troisième confinement pour qu'on le fasse, peut-être. Oh non. Troisième vague. Oh. Société en danger. Merci beaucoup pour ces échanges. Je crois qu'on peut clore cette première matinée, enfin cette matinée.